Bonjour et bienvenue dans notre podcast Au-delà des rivages, un podcast produit et réalisé par Carib Horizon. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du rôle des femmes et de leur engagement au sein de diverses innovations pour nos territoires. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Christine Baroul, docteure et chercheuse en épidémiologie spécialisée en santé au travail à l'INSERM de Pointe-à-Pitre. Dans cet épisode, nous allons revenir sur son parcours, sur la représentation des femmes dans la science, mais aussi sur l'importance de connaître sa valeur ou encore de s'émanciper du regard des autres. Je suis la docteure Christine Baroul, donc je suis chargée de recherche en épidémiologie, donc chercheuse en épidémiologie spécialisée en santé au travail. Et donc, je suis chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc l'INSERM. Je suis affectée en Guadeloupe. Comment je suis arrivée à ce stade, à être chercheuse actuellement? Donc, c'est un parcours qui est long. Ce sont de longues études. Donc, moi, j'ai commencé par un baccalauréat scientifique. Donc, j'étais en Guadeloupe, au lycée Charles Coëffin. Puis par la suite, je me suis un peu cherchée, j'ai essayé des choses par-ci par-là parce que j'avais un très bon dossier scolaire, donc j'espère que ça ne se fait plus, mais à l'époque, on nous incitait, dès qu'on avait un bon dossier, à aller vers médecine. La médecine, ça n'a pas marché, c'était le premier échec scolaire de mon parcours, mais en fait, j'ai découvert par la suite que ça ne me définissait pas et que au contraire, l'essentiel, c'était de voir ce que j'avais aimé finalement dans cette première année de médecine, etc. Et pourquoi pas poursuivre en sciences finalement, mais dans un autre format. Et donc, j'avais quand même un bon dossier en médecine, donc je suis passée directement en deuxième année de licence biologie-biochimie à l'Université des Antilles, par équivalence. Puis, arrivée en troisième année de licence, comme je vous l'ai dit, j'aimais beaucoup les sciences. Par contre, je n'aimais pas être en pratique, c'est-à-dire avec les pipettes, pipeter des choses, faire des dosages, etc. Donc, finalement, je me suis orientée vers la santé publique et particulièrement l'épidémiologie. Et pour ça, j'ai dû partir à Bordeaux, puisqu'il n'y avait pas et il n'y a toujours pas de filière santé publique et épidémiologie ici en Guadeloupe et d'ailleurs non plus en Martinique. Que finalement, j'ai fait mes 2 ans de master santé publique, spécialité épidémiologie, donc à l'Université de Bordeaux. Et par la suite, je sentais que j'avais une appétence pour les études longues, ça c'est sûr, parce que je savais que je voulais poursuivre en thèse de doctorat. Donc j'ai postulé et par ricochet, ma candidature est arrivée sur la boîte mail de celle qui est devenue ma directrice de thèse par la suite et qui était ici. Et je ne savais même pas qu'il y avait un personnel INSERM ici et qui m'a proposé donc un sujet de thèse et de commencer mon travail de thèse qui a duré presque 4 ans. Et donc, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2017 à l'Université Paris-Saclay. Et puis, je suis partie en post-doctorat parce que, en fait, pour la recherche académique, il faut partir. C'est beaucoup mieux, en tout cas mieux vu sur les dossiers. Pour avoir une chance de pouvoir faire ce métier ensuite, d'être titulaire, il faut quand même justifier d'une expérience à l'étranger dans un système de santé qui est différent du nôtre, dans un système de recherche qui est différent du nôtre. Et donc, pareil, en candidature spontanée, j'ai trouvé un labo qui me permettait de travailler sur le rôle des expositions professionnelles dans la survenue du cancer de la prostate. Donc, moi, je suis partie là-bas pendant 2 ans. Et puis, par la suite, j'ai réussi à rentrer en Guadeloupe avec un financement de la Fondation ARC en postdoctorat, donc un second postdoctorat. Et quand j'ai commencé mon second postdoctorat, donc j'ai postulé avec mon équipe, bien sûr, en soutien. Nous avons décidé de soumettre une candidature donc, au concours national des chargés de recherche de l'INSERM. Donc, j'ai proposé un programme de recherche qui vise à étudier le rôle des expositions au travail aux Antilles dans la survenue de cancer. Alors, j'ai d'autres données qui sont canadiennes, qui sont de France hexagonale, mais j'ai aussi toute une partie de mon projet de recherche, programme de recherche qui porte sur les Antilles. Et donc, voilà, j'ai proposé ça au niveau national. Et puis, j'étais la seule, bien sûr, à proposer quelque chose pour les Antilles. Donc, j'y suis allée et puis j'ai eu ce concours du premier coup. Et donc, en 2022, j'ai donc mécaniquement bénéficié d'une ouverture de poste ici parce que j'avais réussi ce concours et j'ai été donc affectée à Pointe-à-Pitre. Donc, je suis devenue la première chercheuse en santé au travail affectée directement à Pointe-à-Pitre. Et donc, depuis, je développe un programme de recherche qui vise à étudier ce qu'on appelle le rôle de l'exposome. Mais en fait, l'exposome, c'est l'ensemble des expositions qui sont présentes sur le lieu de travail. Donc, on est vraiment dans les effets cocktails, on est vraiment dans les mélanges,
On est vraiment dans les contextes d'exposition complexes, comme par exemple le fait de travailler la nuit, des choses comme ça, et on regarde si oui ou non cela est associé au développement de cancer, mais aussi à la progression de la maladie. Et puis, il y a aussi dans mon programme de recherche des aspects qui sont plutôt liés au retour au travail après la maladie, comment ça se passe, les trajectoires professionnelles, etc. Et tout cela adapté aux Antilles, bien sûr, je pourrais en parler plus tard. J'ai fait le maximum pour inclure des spécificités antillaises dans les questionnaires, et il y a des questionnaires qui sont en créole pour les personnes qui sont plus à l'aise en créole, et puis j'ai inclus pas mal de petites spécificités professionnelles qu'on a ici et qui ne sont pas retrouvées ailleurs dans le programme de recherche. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce domaine de recherche spécifiquement de santé au travail? Alors en fait, je dirais que c'est la santé au travail qui est arrivée à moi, puisque moi j'avais fait un stage en master qui portait plutôt sur le rôle de la nutrition dans la survenue de certaines maladies chroniques. Mais c'est vrai que la santé au travail en master, je n'avais pas pu aborder ce thème, ce n'était pas enseigné. Donc moi, quand j'ai postulé en thèse, il y avait ce sujet que ma directrice de thèse de l'époque, qui s'appelle Danielle Luce, posait. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas. J'ai passé l'entretien avec elle, et puis le but d'une thèse aussi, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances aussi dans un domaine particulier. Donc j'ai découvert par la thèse le domaine de la santé au travail, et ça m'a beaucoup plu. Et puis je me suis vraiment rendu compte, je n'avais pas cette idée, cette notion de l'impact du travail dans la survenue de maladies, puisque voilà, on se lève le matin, on va travailler, on a une famille à nourrir, on est parfois loin de cette notion du rôle du travail dans la survenue de maladies. Et en fait, c'est là où j'ai découvert toutes les spécificités par rapport à la santé au travail, et surtout l'impact que nos recherches peuvent avoir pour protéger les travailleurs. C'est-à-dire, une fois qu'on conduit ce type de recherche, les pouvoirs publics, les institutions peuvent s'en saisir pour améliorer le contexte de travail de tout un tas de travailleurs. Et donc là, c'est là où j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai vu l'impact, le rôle que ça pouvait avoir en termes de santé publique. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, depuis la thèse, je baigne dedans, et du coup, j'ai développé une expertise solide en santé au travail. Et c'est vrai que quand vous parlez du rôle et de l'impact de vos recherches, ça me fait penser notamment qu'au niveau un petit peu de la population, des personnes qui sont pas dans la recherche, c'est vrai que quand on entend santé au travail, c'est plutôt de manière négative finalement. Du coup, je me dis qu'en effet, vos recherches amènent une toute autre vision de ce sujet-là, oui, sur la table. Je peux donner un exemple par rapport à ça. Par exemple, en France, le cancer de la prostate est reconnu maintenant comme maladie professionnelle en lien avec l'exposition du coup professionnel aux pesticides. Ça, c'est un travail qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu de la recherche derrière, de la recherche très poussée, de la recherche française, mais aussi de la recherche mondiale, hein. Il faut vraiment, pour que les institutions puissent se saisir du sujet, qu'il y ait vraiment plusieurs études qui vont dans le même sens et qui montrent que oui, telle exposition ou tel contexte de travail est à risque de développer telle maladie. Et ça avance, on a plusieurs maladies qui sont reconnues comme des maladies professionnelles en lien avec des expositions professionnelles. Donc il y a encore du travail, bien sûr, donc d'où l'importance de la recherche. Mais oui, le but de la recherche en santé au travail, c'est d'abord de mettre en lumière les potentiels risques sanitaires et de permettre aux institutions de s'appuyer sur quelque chose de concret pour améliorer les contextes de travail. Par exemple, le travail de nuit, c'est un cancérogène probable qui est reconnu par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérogène probable. Mais le but, c'est pas d'arrêter de travailler la nuit. Il y a des emplois qui se déroulent la nuit, mais en sachant que potentiellement cela peut occasionner la survenue du cancer, eh ben c'est une façon de, par exemple, réduire la lumière artificielle dans certains locaux, faire les horaires tournés entre employés, de façon à ce que tout le monde puisse récupérer, puisse avoir un rythme de sommeil quand même qui est bénéfique pour la santé. Enfin, il y a plein de petits leviers d'action. Une fois que les recherches révèlent des associations entre les expositions au travail et la survenue de maladies, du coup, ça permet de mettre en place des actions de prévention pour protéger les travailleurs. Tout à fait. Et c'est vrai que, notamment dans nos territoires, je pense que c'est d'autant plus important quand on connaît un petit peu la situation, tous les risques sanitaires. Est-ce que vous, justement, ce sujet, il revêt une importance particulière dans nos territoires par rapport à d'autres territoires comme l'Hexagone ou ailleurs? Oui. Il y a en fait des spécificités, mais il faut les connaître. C'est aussi l'opportunité pour des ultramarins et ultramarines de se saisir de ces sujets parce qu'on les connaît bien. Il y a des spécificités qu'on connaît que les autres ne connaissent pas.
il y a des choses particulières qui se passent, en tout cas en santé au travail, aux Antilles françaises. Donc, je vais prendre quelques exemples. Moi, dans mon programme de recherche, on a un projet, donc j'ai une doctorante qui s'appelle Madame Kenzia Gene, qui travaille sur le rôle de la pluri-exposition aux pesticides dans la survenue de plusieurs cancers chez les travailleurs de la banane, de Guadeloupe et de Martinique. Et là où on a une spécificité particulière, c'est qu'aux Antilles françaises, on est d'accord, il fait plus chaud qu'en France hexagonale, en moyenne. Donc en fait, il y a une utilisation des pesticides qui est plus importante parce qu'il y a une pression parasitaire qui va avec le climat dans les terres. Il y a beaucoup plus de parasites et donc il faut utiliser des pesticides encore plus pour pouvoir, en tout cas pour ceux qui utilisent des pesticides, éliminer cette pression ou réduire cette pression parasitaire. Il y a aussi des conditions climatiques qui sont aussi favorables à l'utilisation massive de pesticides. Par exemple, on a des cyclones. Quand il y a des cyclones, les sols sont lavés, parfois les bananiers tombent, il faut replanter, il faut remettre des pesticides. Donc tout ça, ça fait que les travailleurs sont potentiellement exposés à des niveaux d'exposition qui sont bien plus élevés qu'ailleurs. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de dommage, de déplorable. On aurait aimé qu'ils soient exposés à des niveaux moins élevés, mais c'est aussi une opportunité justement d'aller voir ce qui se passe à des niveaux très élevés. Et ça, on peut faire ça que chez nous, que dans la zone tropicale en tout cas, puisque ailleurs, ils n'ont pas ce type de niveau d'exposition. Donc nous, on les a, autant faire quelque chose et d'aller voir si oui ou non, c'est lié à la survenue de maladies, de cancers, etc. Ça, c'est une première spécificité. Ensuite, dans mon programme de recherche, il y a un autre aspect qui porte sur le lien entre le travail, donc les expositions au travail, mais aussi les professions en général, dans la progression du cancer de la prostate. Et ça, par exemple, encore une spécificité, moi, parce que je connais le contexte local, parce qu'on connaît bien, eh bien, moi, j'ai inclus, comme je vous l'ai dit, les questionnaires en créole. Pour le faire, il faut savoir parler le créole. On sait que notre population, certains parlent français, mais il y en a plein qui sont aussi uniquement créolophones. Donc, on développe des questionnaires qui sont adaptés à notre population. Il y a aussi tout cet aspect de job. En fait, les jobs qu'on fait ici, c'est très culturel d'avoir un job. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont un emploi déclaré, mais qui ont aussi des jobs à côté. Et contrairement à d'autres endroits, c'est quelque chose qui est culturellement accepté ici, que les gens n'ont pas peur de déclarer. Donc, en fait, moi, dans mes questionnaires, je n'ai aucun problème à demander aux patients, aux participants, est-ce que cet emploi-là que vous avez exercé de telle à telle date, est-ce que c'était un job? Et je sais que notre population n'aura aucun problème à répondre. D'ailleurs, ça se voit dans les questionnaires, j'ai aucun problème à recueillir si oui ou non ça c'était déclaré, si oui ou non ça c'était un job. Et bien souvent, ils font les deux en même temps. Et c'est complètement culturel. Ça, ce sont des notions qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Vous allez en France hexagonale, vous allez au Canada, qui est-ce qui va vous dire je fais un job? C'est pas du tout accepté culturellement. Mais nous, parce qu'on a cette spécificité, moi j'aurais les jobs. Je pourrais aller voir en termes d'exposition comment ça se passe dans les jobs. On peut penser que dans les jobs, les gens se protègent moins, portent moins les équipements de protection, prennent moins de précautions. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les jobs et qui sont complètement différentes de ce qui se passe dans les emplois déclarés. Et ça, c'est une spécificité qu'on a, nous, qu'on peut recueillir, nous, et sur laquelle on pourra fournir et alimenter la recherche scientifique mondiale. Moi, j'ai déjà voyagé à droite et à gauche. Quand je commence à parler de cette notion de job, les gens sont très intéressés parce que chez eux, ils ne peuvent pas recueillir ce type de données par peur. Les gens ont peur de déclarer ça. Nous, c'est pas le cas. C'est complètement accepté. Donc, ça permet d'ouvrir une nouvelle piste de recherche. Donc voilà, ce sont quelques exemples comme ça qui montrent qu'en fait, la Guadeloupe, les Antilles en général, ce sont vraiment des lieux très fertiles pour le développement d'innovations scientifiques et de nouvelles pistes scientifiques. Et donc, à l'instant, vous parliez un petit peu de la situation en Martinique et puis aussi plutôt vous expliquez que finalement la recherche, elle dépendait aussi un petit peu de cette collaboration mondiale. Et donc, comment au niveau de nos territoires, concrètement, ça se passe, cette coopération, ces échanges au niveau de la recherche? Moi, par exemple, dans mon programme de recherche, on collabore avec la Martinique puisqu'on recueille tous les cas de cancer en Guadeloupe et en Martinique afin d'avoir des effectifs suffisants pour nos analyses. Derrière, ce sont des collaborations qui sont passées. Et puis, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec un chercheur de Sainte-Lucie qui est maintenant à l'université McGill au Canada, qui est le docteur Evian Auguste, et qui, lui, est Sainte-Lucien d'origine, et qui développe tout un programme de recherche sur les comportements sanitaires, en termes des comportements de santé des populations caraïbéennes. Et ça demande effectivement de la collaboration avec les différentes îles qu'il a publiées sur le sujet. Alors, ça se développe. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus aisées
parce que ça fait plus longtemps que c'est pratiqué en Europe, au Canada, aux États-Unis, etc. Mais petit à petit, ce sont des choses qui se développent, qui sont demandées. Les financements commencent à être beaucoup plus facilement attribués pour de la coopération caribéenne dans le domaine de la recherche. Donc, on avance pas à pas, doucement, mais sûrement. Alors là, on parlait un petit peu de la collaboration entre scientifiques et de Oui. son rôle. Là, j'aimerais un petit peu qu'on parle aussi du rôle finalement des femmes dans le domaine de la science. Pour vous, quelle place occupent aujourd'hui les femmes dans les métiers scientifiques, notamment dans des territoires comme la Guadeloupe? Alors, un vaste sujet. En recherche française, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est déjà mieux qu'avant. Et entre 30 à 40% de femmes, je dirais plus proche de 30, hein. Ça veut dire qu'environ 60 à 70% sont des hommes. Donc, nous ne sommes pas encore à l'équilibre. Ça aussi, c'est un travail qui se fait petit à petit. Il y a beaucoup d'initiatives et ça, c'est vraiment très intéressant et c'est très stimulant pour les jeunes femmes scientifiques, mais aussi pour les jeunes filles qui voient quand même que les choses peuvent avancer. Il y a des initiatives internationales au niveau de l'UNESCO. Moi, je travaille avec l'UNESCO dans un programme qui consiste à réduire le gap en termes de genre dans la science. Donc ça, c'est au niveau international. Au niveau national, il y a tout ce que la Fondation L'Oréal l'UNESCO fait. Moi, je suis une des lauréates de la Fondation L'Oréal l'UNESCO. J'ai obtenu le prix de Jeunes Talents France en 2022, qui consiste justement à rendre visible les jeunes femmes scientifiques. Donc ça, ce sont des initiatives qui ont lieu chaque année. C'est très prestigieux, c'est très sélectif, mais au moins ça a le mérite d'exister, ça donne envie. Il n'y a pas encore beaucoup de jeunes femmes d'origine antillaise. Ça, c'est encore plus rare, mais ça se démocratise petit à petit. Je dirais que plus on arrive à démocratiser cela au niveau international, au niveau national, plus la mécanique s'enclenche aussi au niveau insulaire, au niveau régional, puisqu'en fait, les petites filles, elles ont accès à tout ce qui se passe au niveau international. Il y a la télé, il y a les réseaux, donc elles voient que les choses avancent et donc ça suscite des vocations. Elles se disent, oh, mais moi aussi, alors je peux, surtout quand on leur ressemble. Il y a cette notion de voir quelqu'un qui nous ressemble, puisque comme ça, on arrive à se projeter, on arrive à se dire, oh, mais si elle l'a fait, elle est guadeloupéenne comme moi, waouh, mais moi aussi, en fait, je peux faire ça. Et là, vous voyez, ce sont des barrières qui tombent, ce sont des fausses croyances qui disparaissent. Et là, elles se projettent, elles se disent, OK, moi, ce que je vois là, c'est ce que j'ai envie d'être. Et ça, ne serait-ce que ça, générer cette impulsion chez les jeunes filles, chez les jeunes femmes. Moi, je trouve ça formidable. Il y a aussi des initiatives régionales, Maris Project, qui est en faveur de rendre visibles les filières sciences, techniques, ingénierie et mathématiques aux Antilles françaises. Moi, à mon époque, ça n'existait pas tout ça. Donc, j'ai un peu avancé, un peu à vue, un peu, bon, ben, j'y suis, je vais voir, quoi. J'avance, mais il a fallu une confiance hors du commun pour avancer dans un système où j'avais personne qui me ressemblait. Maintenant, ça commence à changer. Les jeunes nous voient, il y a moi, mais il y en a d'autres aussi. Et puis, petit à petit, ben, je dirais que on va vers le meilleur. Même si le système résiste un peu, on va vers le meilleur. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné cette confiance, cette légitimité finalement pour évoluer dans un environnement qui est encore très masculin? Ça a été un parcours. Je dirais que le moteur principal, ça a été le fait que j'étais extrêmement motivée. Et j'avais une sorte de force de caractère qui a été éprouvée par beaucoup de situations familiales difficiles, contexte environnemental compliqué, les parents, ça a été compliqué. Comment donner ce qu'on n'a pas reçu? Donc, en fait, eux, ils ont été empêchés, quand ils étaient plus jeunes, en tout cas, de réaliser leurs rêves. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais au bout d'un moment, mon rêve, ça dépassait leurs attentes, en fait. Ça dépassait ce qu'ils pouvaient imaginer d'eux-mêmes et de moi. Donc, il y a eu des peurs. Puis, il y a eu des difficultés à lutter contre ces peurs. Donc, effectivement, voilà, ça a été très compliqué. Au niveau familial, le soutien n'a pas été tout le jour là. Tout ça, ça m'a fortifiée finalement. Effectivement, c'était difficile, hein, mais il a fallu dépasser ça. Et puis, je dirais que moi, après, je suis croyante. Donc, moi, je marche avec ma croyance. Je crois en Dieu. Donc, je savais que j'étais avec Dieu. Et je savais qu'il avait un rêve pour moi et je devais faire ce que je devais faire pour accéder à ce rêve. Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, et peu importe, c'est la motivation, c'est la clarté sur ce que vous voulez devenir, c'est force de caractère, c'est tomber mais savoir se relever. Et c'est surtout ne pas se définir à travers les yeux des autres. Ça, c'est très compliqué au début. Il y aura toujours des gens, moi j'ai eu des gens au cours de mon évolution, sur mon parcours, qui ont essayé de me décourager. Mais en fait, après réflexion, c'était leur peur à eux.
Et le tout, la clé en fait, que je peux transmettre maintenant que je suis de l'autre côté et à toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est de ne pas s'identifier aux peurs des autres. Les gens qui vous disent vous n'allez pas réussir, ce sont des personnes effectivement qui n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient, qui ont été bloquées au bout d'un moment sur leur parcours et qui n'ont pas pu dépasser ça. Et ce qu'elles peuvent transmettre sur le moment, c'est plutôt du découragement, plutôt de la négativité, mais c'est pas de leur faute. Ça parle d'elles-mêmes. Mais en fait, nous, on ne doit pas se définir à travers ça. On doit se dire, OK, est-ce que c'est vrai? Permettez-vous de douter de vos propres doutes. Si vous doutez de vous, dites-vous, est-ce que ça vaut le coup de douter de moi? Est-ce que c'est vrai ça, que je ne suis pas assez, que je ne vais pas réussir, que cette filière scientifique n'est pas faite pour moi? Est-ce que c'est vrai? Permettez-vous de douter de vos propres doutes afin de vous libérer et de pouvoir avancer dans ce qui est possible de faire. Donc, c'est ce que moi j'ai fait au cours de mon parcours. Ça a été long, hein. Ça n'a pas été sans difficulté, bien sûr. Ça n'a pas été sans tristesse. Mais ces moments-là sont restés des moments ponctuels que j'ai appris à dépasser puisque j'avais une vision très claire de ce que je voulais. Je savais ce que je voulais faire. Moi, pour moi, c'était mon rêve et il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Donc, j'y vais. Tant que c'était possible d'y aller, j'y allais. Et à partir du moment où j'avais cette assurance en moi-même, autour de moi, les choses s'organisaient pour que ce soit possible. J'ai eu accès à des bourses sur critères sociaux au début, qui sont ensuite devenues des bourses d'excellence. Et ces bourses d'excellence m'ont permis de continuer sur le parcours. Mais si je n'avais pas cru en moi, je n'aurais même pas essayé de postuler à ces bourses d'excellence. Vous voyez? Donc en fait, il faut vraiment une assurance intrinsèque. Il faut croire en soi. Et autour, on va rencontrer les bonnes personnes. Même si vous en avez sur 10, vous en avez 9 qui vous découragent, trouvez la 10e, celle qui vous encourage. Il faut trouver celle qui correspond à notre vision et laisser les 9 autres derrière. Elles nous rejoindront après sur le parcours ou elles nous verront au loin. C'est pas un problème, mais il faut trouver la personne ressource, il faut trouver les ressources qui permettent d'avancer sur le parcours vers ce qu'on veut devenir. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait et que je continue à faire, hein, d'ailleurs. C'est comme ça, c'est ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Je comprends pourquoi ça a fonctionné. C'est très très fort ce que vous venez de nous partager. Je pense que peu importe, bon là on est dans le domaine de la science, de la scolarité, mais je pense que ça peut parler en fait à tout le monde, peu importe le domaine. Je sais aussi que vous êtes très engagé dans la sensibilisation des jeunes et notamment des jeunes femmes. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Je suis une femme, donc je m'identifie totalement à cette nécessité d'en avoir davantage dans des domaines où elles sont encore peu nombreuses. C'est un système patriarcal qui a été construit comme ça. La science a été faite majoritairement par les hommes et pour les hommes, mais maintenant on sait que la moitié de la population mondiale, ce sont des femmes. Donc ça veut dire qu'il y a 50% de la population mondiale, la science ne répond pas à leurs besoins. Donc en fait, c'est pour ça qu'il en faut davantage, parce qu'il faut faire de la science qui représente l'humanité. On ne va pas faire une science qui représente 50% de l'humanité. C'est pas réaliste. Ça ne tient plus. Ça a marché quelques années, bon d'accord, mais ça ne tient plus. Donc maintenant, la science a besoin de femmes. En fait, la science n'attend que ça. Elle n'attend que ça pour pouvoir avancer, générer de nouvelles connaissances scientifiques pour les femmes, notamment, mais aussi pour tout le monde, parce que elles vont arriver avec une autre énergie également, d'autres idées, une autre créativité. Elles sont davantage dans la création parce que c'est tout nouveau puisqu'il n'y avait pas beaucoup de femmes avant, il n'y avait pas de femmes. On part presque de zéro. En fait, on part pas de zéro, mais on part presque de zéro. Et il faut le prendre comme une opportunité de créer des choses complètement nouvelles parce qu'on a ce champ qui s'ouvre devant nous de pouvoir faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'il y avait avant. Après, moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir des hommes dans la science. C'est pas du tout ça mon discours, hein. Mais je pense que, comme je l'ai dit, la science doit représenter l'humanité. Voilà, dans toute sa diversité. Et donc, pour ça, il faut ouvrir les portes et permettre aux femmes d'affirmer leur excellence en sciences, puisqu'elles sont excellentes. Elles sont excellentes. Les recherches scientifiques sont excellentes. Les connaissances scientifiques sont nécessaires. La science avance aussi parce que de nouveaux publics deviennent acteurs. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très, très, très engagée dans cette lutte. On a besoin d'elles, en fait. Leur place est déjà là. On les attend. Donc la seule chose qui les limite par rapport à ça, c'est les croyances, le jugement des autres, des choses comme ça. Mais une fois qu'on s'affranchit de tout ça, ça va et puis on les attend vraiment fermement. On a besoin de relève et surtout aux Antilles françaises.
Moi, je suis très engagée dans la formation aussi de jeunes femmes en général, mais de jeunes femmes aussi qui habitent aux Antilles, qui sont d'origine antillaise, pour effectivement développer davantage de recherches aussi pour nos territoires et développer aussi l'excellence scientifique de la Guadeloupe et des Antilles en général. Alors, on brille déjà dans beaucoup de domaines, la musique, le sport, et ça, c'est génial. Mais on brille aussi dans des métiers comme ça, en sciences, on brille dans des filières littéraires, on brille dans tout un tas de domaines. Donc, il n'y a aucune raison qu'en sciences aussi, notre lumière n'émane pas de notre île et se déverse non seulement dans la Caraïbe, mais aussi au niveau international. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais je me souviens qu'à un moment, il y avait un pourcentage qui faisait beaucoup de bruit. C'était le nombre de jeunes femmes qui s'engageaient dans un bac scientifique à l'époque où il y avait encore les filières principales et qui étaient bien inférieurs à ceux des garçons, en fait, qui s'engageaient en bac scientifique. Est-ce que pour vous, le fait que les femmes s'engagent moins dans les sciences, est-ce que c'est vraiment juste dû à un manque de motivation, à des peurs, à des croyances, ou est-ce qu'il y a aussi des freins spécifiques qui les empêchent de s'engager dans ces carrières? Il y a 2 niveaux de réponse à cette question. Alors, tout d'abord, pour les jeunes filles, l'impact des croyances est plus fort. On est vraiment dans l'environnement de jugement, de c'est pas pour toi, c'est plus pour ça, c'est une filière de garçons. On entend ça encore, ça c'est plus pour les garçons, etc. Donc là, moi je dirais qu'au niveau des jeunes filles, école primaire, et elles sont très bonnes en plus en mathématiques. On voit que les jeunes filles en général sont très bonnes jusqu'à un certain moment, et puis après on les perd en filière scientifique, filière mathématique, on les perd complètement. Mais elles sont à l'origine excellentes. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue. Et je pense que c'est vraiment au niveau des croyances, au niveau des jugements, où le système éducatif aussi, il faut imaginer qu'on est dans un système très patriarcal. Donc ça commence à peine à changer tout ça. Il y a encore des professeurs qui vont encore dire c'est plus pour les garçons, ou la façon dont ils vont parler aux garçons, ça va être différent. Donc la jeune fille va pas se sentir valorisée, elle va pas se sentir vue en classe. Cette notion d'être vue, en fait, ne serait-ce que ça, si on n'est pas vu en classe, déjà que la matière peut-être a ses difficultés, mais si en plus on n'est pas vu, on n'est pas valorisé, on n'est pas encouragé dedans, c'est assez facile de lâcher. Donc, je dirais qu'à ce niveau, on est vraiment dans l'impact des croyances, des jugements des professeurs, mais aussi des parents, du système familial parfois. Ce ne sont pas tous les systèmes familiaux qui sont encourageants. C'est pour ça que l'école a un rôle très important et il faut vraiment que les professeurs soient de mieux en mieux formés à l'inclusion, à la valorisation des élèves et des jeunes filles, etc. Parce que au moins, quand on met un pied à l'école, au moins, on peut respirer et se sentir valorisé à l'école, même si à la maison, on n'a pas ça. Voilà, donc je pense que c'est ce qui se passe pour les jeunes filles. Après, quand elles évoluent, elles grandissent, quand le niveau d'études augmente, je dirais que les croyances sont toujours là, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui est développement d'une famille, en fait, quand elles veulent faire des enfants, où effectivement le système patriarcal n'est pas en faveur des femmes scientifiques qui veulent aussi avoir une vie familiale, et c'est pas le tout d'avoir une vie familiale. Faut être une bonne maman, faut être présent pour les enfants. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a ces peurs de pas pouvoir être une excellente scientifique si on a des enfants. Il y a toutes ces peurs qui ont été générées par un système qui n'était pas fait pour elles, en fait. Et ça commence à changer. Le système patriarcal est encore très présent, mais avec la nouvelle génération de jeunes femmes, ça commence à changer. Moi, j'ai eu mon fils. Je pense que ça a développé des aptitudes que je n'aurais pas pensé développer avant d'être maman. Je suis reconnectée à la créativité parce que voir les yeux à travers d'un enfant, c'est magnifique, puisque l'enfant voit tout en création, en imagination. Mais c'est ça dont on a besoin en science. On a besoin de sortir des sentiers battus, on a besoin de tester de nouvelles choses, tester des hypothèses, etc. Mais quand vous avez perdu la créativité, les yeux des enfants, le regard d'un enfant, ça aide beaucoup. On se met à leur niveau et on regarde comme eux. Et ça, la créativité revient. Et c'est très utile. Donc, au contraire, moi je dirais qu'au contraire, pour celles qui n'en veulent pas, ok. Mais pour celles qui en veulent, ok aussi. C'est très bien et ça devrait absolument pas être un frein. Et l'environnement professionnel qui vous fait croire qu'avoir un enfant, c'est un frein, ce n'est pas un environnement professionnel pour vous. En fait, retrouvons notre valeur intérieure. Est-ce que je vais être bien dans un environnement professionnel
où on m'empêche de m'épanouir également en tant que mère, en tant que femme. Est-ce que vraiment je mérite ce type d'environnement professionnel? Eh bien, en fait, non. Vous pouvez choisir l'environnement professionnel dans lequel vous souhaitez évoluer. Alors, je sais que parfois, on n'a pas le choix, c'est peut-être le seul stage de disponible, etc. Bon, d'accord, mais il ne faut pas que ça dure toute une vie, ce système de sacrifice, en fait. J'ai eu un petit garçon, j'étais en postdoc, en postdoctorat. Comme je l'ai dit, franchement, ça a été très révélateur. Et mon fils ne m'empêche pas d'être une excellente scientifique. Mon fils ne m'empêche pas de voyager. Très souvent, je pars avec lui dès que j'ai la possibilité. Il va avec moi au congrès. Il voit ce que maman fait. Je ne veux pas avoir un fils qui me dit dans 30 ans, maman, tu m'as laissé derrière, tu allais tout le temps en conférence et je te voyais jamais. La dernière fois, j'ai assisté à l'UNESCO à la remise des prix internationaux du programme de la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Donc, il y a des prix internationaux. Et il y a une personne, une femme, donc qui recevait le prix et elle disait, je remercie ma fille puisqu'elle ne m'a pas beaucoup vue et je m'excuse pour cela et que c'est grâce à elle aussi que j'ai ce prix et que je m'excuse, j'aurais aimé être une maman plus présente. Mais moi, j'ai vu cette femme, j'ai eu beaucoup de compassion pour elle parce que nous sommes la nouvelle génération, mais ces femmes avant avaient encore moins de levier d'action que nous. C'était encore plus difficile pour elles, en fait. Et donc, parfois, des sacrifices au prix de leur vie familiale ont été faits. Mais moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, OK, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire moi maintenant en tant que femme scientifique, en plutôt début de carrière? Je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Je me suis dit, moi, je ne veux pas que mon fils ait à me dire ça. Alors oui, je veux avoir ce type de prix. Voilà, je fais de l'excellent travail. Je n'ai pas, voilà, c'est pas de la prétention de se dire qu'on est excellente. Déjà ça aussi, il faut accepter qu'on est excellente. Vous êtes excellente, vous êtes à un tel niveau, vous êtes excellente. Vous apportez quelque chose au monde, peu importe ce que vous faites en fait. Vous êtes excellente parce que vous apportez quelque chose au monde. Donc, ça, il faut d'abord être OK avec le fait de connaître sa valeur. Ensuite, est-ce que j'ai envie que mon enfant me dise, maman, tu m'as laissé derrière, tu as été en conférence? Non. Donc, moi, je fais le maximum pour l'intégrer, pour lui parler de mon travail, pour l'intégrer dans mes voyages dès que je peux. Et les systèmes, quand je suis invitée dans des universités pour parler de mes recherches, etc., moi, je leur dis, je souhaite emmener mon fils. Il a l'habitude, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est OK? Eh bien, je l'ai fait au Canada. L'université McGill m'a dit, mais madame, bien sûr, je suis allée avec mon fils une semaine en visite de recherche avec mon fils. Au contraire, ça crée des relations puisque en présence d'un enfant, vous verrez que les gens sont différents. Voilà, ça fait tomber certaines barrières. Et donc, du coup, j'ai emmené mon fils au Canada, j'ai emmené mon fils à San Diego, toujours dans le cadre de mes recherches. Donc, en fait, ça doit vraiment se démocratiser. Moi, j'encourage toutes les jeunes femmes et les femmes qui veulent se lancer dans une vie familiale, avoir des enfants, etc., à absolument pas se mettre de frein à cause des autres, de la peur, etc. Totalement, c'est totalement compatible. Ça demande une organisation, mais c'est compatible. Et on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Mais avant de vous quitter, je voulais savoir, alors vous avez déjà un petit peu répondu, mais je me demandais quelles évolutions vous aimeriez voir dans votre domaine dans les années à venir. J'aspire à une science, comme dirait Martin Luther King, I have a dream, mais c'est au-delà du rêve. Il faut que ça devienne possible. Ça va être le cas, ça va changer. Et donc, ça change parce que pour que ça change, il faut qu'on ait le désir que ça change. D'accord? Donc, acceptons de porter le désir de changement. N'ayons pas honte de vouloir du changement. Parce que le système, il résiste. Le système a envie de nous faire croire qu'on a tort de vouloir du changement. Le système a envie de nous faire croire, mais pour qui tu te prends pour vouloir changer les choses? Tout ça là, ce sont des croyances. Il faut s'affranchir de ça et accepter qu'on désire le changement. Une fois qu'on a le désir, c'est le moteur, c'est la motivation. Et à partir de là, il faut aller continuer et réaliser ses rêves. Vous voulez devenir scientifique? Vous faites le nécessaire pour le devenir, vous écoutez pas les autres et on y va. Maintenant, il y a toutes sortes de systèmes possibles de bourses, de financement, de choses comme ça qui sont possibles pour avancer si les conditions financières ne sont pas réunies. Voilà. Ensuite, j'aspire à une science qui est plus diversifiée. Bien sûr, c'est normal, j'incarne aussi la diversité. Je rentre beaucoup dans de nombreuses pièces où je suis la seule personne noire. Je rentre dans des pièces où je suis la seule antillaise.
je rentre de des pièces où je suis la seule ci, la seule ça. Mais moi, je dis toujours que je suis la seule qu'on voit, mais derrière moi, il y en a 10 000. Je rentre dans cette pièce, mais je suis accompagnée de 10 000 autres, en fait, même si on ne les voit pas. Je voudrais dire ça aux jeunes ultramarins notamment. Vous êtes la réponse de nombreuses prières. Il y a encore quelques centaines d'années, beaucoup ont prié pour qu'on soit là à cette place, pour qu'on puisse changer le monde, pour qu'on puisse changer le système. Nous sommes la réponse de prière. Donc, on doit avancer avec ça, fièrement, et être complètement OK que c'est avec nous que le changement va venir. Ça, il faut faire la paix avec ça. Le changement, il vient avec nous. Une science diversifiée, mais d'autres domaines aussi, mais moi je parle de science parce que je suis scientifique, diversifiée, inclusive, qui nous représente davantage, des dispositifs qui sont adaptés à nos profils, puisque moi je vois, en étant chercheuse INSERM, il y a beaucoup de dispositifs INSERM qui ne sont pas adaptés au profil d'une chercheuse en milieu ultramarin. Donc, être force de proposition. Le but, ce n'est pas de dire à l'autre, tu as tort ou tu as été nul. Le but, ce n'est pas de diminuer l'autre, mais le but, c'est d'être force de proposition. C'est-à-dire accepter qu'on est un révélateur parfois d'incohérences. D'accord? Moi, je suis confrontée à ça, notamment. Je vois des incohérences, je vois des dispositifs qui ne sont pas adaptés parce que je suis en Outre-mer. Et je le dis, s'affranchir de la peur de parler aussi, ça c'est important pour les jeunes femmes, parfois réduites au silence aussi à cause de croyances, ne pas trop dire pour ne pas être rejetée, des choses comme ça. Tout ça, il faut guérir de ça, il faut s'affranchir de ça. La personne n'est pas contente, c'est pas grave, ok? Vous restez vrai, restez réel et dites ce que vous avez à dire. Quand c'est oui, mais quand c'est non, il faut accepter aussi de dire non sans peur. Donc, accepter d'être actrice et acteur, bien sûr, et actrice de changement, afin que cette science nous représente également, en fait. La science, elle doit être inclue. Il n'y a aucune raison qu'elle représente une seule partie de la population et pas une autre. En fait, nous sommes tous un. Donc, elle doit nous représenter dans l'unité que nous sommes. Voilà. Et si pour ça, il faut des catalyseurs de changement, et si pour ça, c'est nous qui sommes les catalyseurs de changement, eh bien, c'est OK. Parce que ça veut dire que autant nous avons besoin de nous-mêmes, mais autant ceux qui ont été formés dans l'ancien système ont aussi besoin de nous, parce que ça leur permet, eux aussi, de sortir de cette prison-là de croyances et de voir que autre chose est possible pour tout le monde, pour que tout le monde soit valorisé, pour que tout le monde se sente représenté en science, pour que toutes les connaissances scientifiques soient utilisées pour telle ou telle population, que personne ne se sente délaissé. Et si ça nécessite de ne pas être aimé de certains, ben j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Parce que si vous vous aimez vous-même, vous n'avez aucun problème à avancer dans un contexte où on ne vous aime pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Et très souvent, c'est ce qui va se passer, puisque vous allez changer le système et ça va pas faire plaisir. Mais c'est pas grave, parce on a besoin de vous. On a besoin de plus de femmes en sciences, on a besoin de plus de sciences caribéennes, plus de sciences antillaises, plus de sciences pour nous représenter, nous, dans un contexte où il y a bien sûr d'autres personnes, d'autres nations qui sont déjà bien représentées, d'autres types de populations qui sont déjà bien représentées. Et on avance ensemble. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et moi, je pourrais applaudir.